Une lettre, puis la carte change. En moins d'une journée, la Guinée-Bissau quitte la CEDEAO, prête serment à l'AES et transforme une crise en pivot vers l'Atlantique. Que devient le quotidien quand Ibrahim Traoré sert de boussole à une souveraineté qui se construit, se finance, puis s'impose? Dans ce basculement, une idée se détache immédiatement. Le Sahel cesse d'être enclavé. Cette séquence promet une lecture opérationnelle, loin des slogans et des postures. Elle vise à montrer comment une décision administrative apparemment technique peut produire des effets mesurables sur les routes commerciales, les ports, les prix et les équilibres de sécurité régionaux. Le bénéfice pour le lecteur est clair. Comprendre en quelques étapes comment la souveraineté devient une pratique concrète quand elle s'appuie sur des infrastructures, des financements internes et des choix logistiques cohérents. L'enjeu dépasse la Guinée-Bissau. Il concerne l'ensemble des États sahéliens, longtemps contraints par l'enclavement et par des cadres institutionnels hérités. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement une recomposition diplomatique, mais une redéfinition des rapports de force entre géographie, économie et politique. En observant les faits, il devient possible d'évaluer si cette rupture crée de nouvelles marges de manœuvre ou si elle expose à des risques durables. L'analyse suivra donc une ligne simple, partir des données disponibles, examiner les effets concrets, puis mesurer les conséquences pour les populations, les entreprises et les partenaires extérieurs, sans raccourci ni jugement préalable. En moins de 24 heures, un État côtier bascule de cadre régional. Ce geste intervient alors que plus de 5000 km de routes ont été construits au Burkina Faso en 2 ans. Un volume inédit pour un pays sahélien sans accès à la mer. Ce rapprochement n'est pas improvisé, il s'inscrit dans une séquence plus longue où les tensions entre les régimes sahéliens et les cadres institutionnels hérités se sont accumulées sans trouver d'issue. Sanctions, suspensions et négociations prolongées ont progressivement transformé des outils de coopération en mécanismes perçus comme contraignants. Dans ce contexte, la décision de la Guinée-Bissau agit comme un accélérateur plutôt que comme un point de départ. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un repère idéologique plus que comme un acteur isolé. Sa ligne politique repose sur une idée simple. La souveraineté ne se proclame pas, elle se rend opérationnelle. Cette approche éclaire la lecture faite de la rupture avec la CEDEAO. Elle ne repose pas sur un rejet abstrait, mais sur la conviction que des infrastructures déjà financées et en service réduisent la vulnérabilité aux pressions extérieures. Quelques semaines avant l'annonce officielle, les signaux étaient visibles. Les échanges diplomatiques ralentissaient, les discours sur l'autonomie gagnaient en cohérence, et les investissements internes se poursuivaient sans nouveaux prêts extérieurs. Dans plusieurs capitales sahéliennes, cette accumulation silencieuse préparait un changement d'échelle. L'accès potentiel à l'Atlantique cessait d'être un symbole pour devenir une continuité logistique envisageable. Ce basculement modifie la lecture géographique du Sahel. Longtemps perçu comme un espace enclavé, il commence à être pensé comme un axe reliant route intérieure et façade maritime. Pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso, cette perspective transforme une contrainte structurelle en levier stratégique. Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme l'initiateur direct de chaque décision, mais comme la boussole idéologique d'un mouvement qui dépasse les frontières nationales. La question centrale devient alors concrète. Cette cohérence entre discours et chantier suffit-elle à transformer un choc diplomatique en trajectoire durable? Pour y répondre, il faut quitter les déclarations officielles et observer ce qui se joue sur le terrain, là où les routes, les ports et les usages commencent à se rejoindre. Pour comprendre les effets précoces de cette recomposition, il faut suivre des trajectoires concrètes plutôt que des sommets diplomatiques. À Bissau, dans les quartiers proches du port, les conversations portent moins sur les traités que sur les chantiers annoncés et les emplois attendus. Cette focalisation révèle comment une décision politique abstraite commence à produire des attentes tangibles. Un premier cas apparaît avec les équipes mixtes mobilisées sur des tronçons pilotes. Des ouvriers guinéens travaillent aux côtés de techniciens venus du Burkina Faso, transférant des méthodes déjà éprouvées sur les routes sahéliennes. Ce dispositif donne un visage humain à l'alliance et matérialise une continuité entre intérieur du continent et façade maritime.
Un second exemple concerne les coopératives agricoles burkinabées. Avant même que les flux ne soient pleinement opérationnels, elles anticipent dans des circuits d'exportation directs, sans intermédiaire européen. Cette projection modifie les décisions de production, de stockage et d'investissement, preuve que l'infrastructure agit aussi par anticipation. Dans ces dynamiques, Ibrahim Traoré n'intervient pas comme un chef d'orchestre omniprésent. Il fonctionne plutôt comme un référentiel méthodologique. Sa doctrine d'un État bâtisseur, associant armée et citoyens autour des chantiers, sert de modèle transférable. La souveraineté cesse alors d'être un discours pour devenir une pratique observée. Le sens de cette phase initiale tient en une idée simple. Quand les routes précèdent les traités, la géopolitique devient quotidienne. Pendant des mois, la séquence s'installe sans éclat visible. Les relations entre la CEDEAO et les régimes sahéliens se tendent progressivement. Les sanctions s'accumulent, les suspensions deviennent routinières et les échanges diplomatiques se réduisent à des formules prudentes. Cette phase d'activation reste largement hors champ médiatique, mais elle prépare le terrain. Les États du Sahel, déjà engagés dans une logique d'autofinancement et de construction interne, réévaluent silencieusement leur dépendance aux cadres régionaux existants. Un premier tournant intervient à l'automne 2025. En Guinée-Bissau, le général Horta Inanaman prend le pouvoir. La réaction extérieure est immédiate et prévisible. Condamnation, menaces de sanctions, suspension institutionnelle. Pourtant, contrairement aux attentes, le nouveau régime ne cherche pas l'apaisement rapide. Il observe, mesure et temporise. Cette retenue tranche avec les réflexes habituels et ouvre une fenêtre stratégique. Dans ce laps de temps, les signaux sahéliens se clarifient. Ibrahim Traoré répète une ligne constante. La souveraineté n'est pas négociable lorsqu'elle repose sur des infrastructures déjà financées et opérationnelles. Ce message ne vise pas l'affrontement direct, mais l'affirmation d'un fait accompli. Les routes construites, les chantiers lancés et les capacités logistiques en cours deviennent des arguments plus puissants que les déclarations politiques. Le moment décisif arrive en novembre 2025. Une série de lettres officielles est adressée aux chancelleries et aux instances régionales. Leur contenu est sobre, administratif, sans emphase idéologique. En moins d'une journée, la Guinée-Bissau annonce son retrait total de la CEDEAO et son adhésion à l'Alliance des États du Sahel. L'effet est immédiat. À Abuja et à Accra, les téléphones crépitent, des réunions d'urgence sont convoquées, mais la décision est irréversible. Pour la première fois depuis des décennies, un État côtier quitte un dispositif régional historique pour rejoindre un bloc né au cœur du désert. Les répliques diplomatiques se propagent rapidement. La CEDEAO perd un membre stratégique, réduisant sa continuité géographique et son poids symbolique. L'Union africaine appelle au dialogue, tandis que les chancelleries occidentales expriment leurs inquiétudes face à une fragmentation régionale. Dans le même temps, à Bissau, les réactions populaires prennent une autre tonalité. Dans les rues et sur les marchés, la rupture est célébrée comme une libération, non pas au nom d'un discours idéologique, mais d'une promesse d'ouverture économique. Pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso, la signification est immédiate. L'accès potentiel à l'Atlantique cesse d'être une abstraction. Les routes construites sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré trouvent soudain un prolongement logique vers la mer. Ce qui apparaissait comme une accumulation interne prend la forme d'un corridor continu. Le Sahel, longtemps perçu comme un espace enclavé, commence à se lire comme un axe stratégique reliant le Sahara aux façades maritimes. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré n'est pas l'initiateur direct de chaque étape, mais il agit comme un catalyseur idéologique. Sa constance donne une cohérence à une succession d'événements, qui, pris isolément, pourraient sembler contingents. La rupture institutionnelle n'apparaît plus comme un coup d'éclat, mais comme l'aboutissement logique d'une trajectoire construite. À ce stade, la question n'est plus de savoir comment la bascule a eu lieu, mais jusqu'où ces effets peuvent remodeler l'équilibre régional. Le point de départ est mesurable. Entre 2023 et 2025, plus de 5000 km de routes ont été construits au Burkina Faso, soit près du double de ce qui avait été financé sur une décennie entière auparavant. Ce volume marque un passage d'un niveau de base
contraint à un niveau cible atteignable grâce à un financement majoritairement interne. Ce chiffre change de sens lorsqu'il est replacé dans une perspective régionale. Pour Ibrahim Traoré, la route n'est plus un projet à venir, mais une capacité déjà mobilisable. Chaque kilomètre réduit les coûts logistiques internes, raccourcit les délais et diminue la dépendance à des corridors extérieurs contrôlés par d'autres acteurs. L'infrastructure devient ainsi un actif stratégique avant même toute ouverture maritime. Un second indicateur éclaire cette dynamique. En 2024, les pays membres de la CEDEAO ont importé pour environ 2,4 milliards de dollars de produits alimentaires. Les États de l'Alliance des États du Sahel estiment pouvoir réduire cette dépendance de moitié d'ici 2030 grâce à l'intégration agricole et à la transformation locale. Cette projection ne repose pas sur une croissance abstraite, mais sur la connexion entre routes intérieures, bassins de production et débouchés extérieurs. Un troisième chiffre complète le tableau. Les revenus issus des ressources minières ont augmenté de 35% en 2 ans dans les pays sahéliens concernés, sans recours à de nouveaux prêts extérieurs. Cette progression suggère qu'une captation accrue de la valeur locale, combinée à des infrastructures contrôlées, peut dégager des marges budgétaires là où l'endettement était auparavant la norme. L'ouverture vers l'Atlantique amplifie ces écarts. Les services logistiques sahéliens estiment déjà des gains supérieurs à 25% sur les coûts de transport grâce à l'accès direct au port de Bissau. Chaque point gagné réduit le poids des intermédiaires et améliore la compétitivité des exportations de coton, d'or et de bétail. Pour Ibrahim Traoré, ces variations constituent ce qu'il appelle un écart souverain. Il s'agit de la différence concrète entre un système d'assistance et un système de production. Les données déplacent alors le débat des intentions vers les résultats observables. Elles n'annulent pas les contraintes, mais elles montrent que la rupture institutionnelle s'appuie sur des fondations mesurables, et non sur une simple déclaration politique. Les critiques de cette recomposition avancent d'abord un argument économique. Selon plusieurs économistes africains, le retrait de la CEDEAO exposerait la Guinée-Bissau à un risque d'isolement commercial. Plus de 70% de ses exportations transitaient jusqu'alors par des cadres régionaux régulés. Dans cette lecture, la rupture pourrait accroître les coûts, réduire l'attractivité pour les investisseurs étrangers et fragiliser des chaînes de valeur déjà sensibles aux chocs extérieurs. Un second reproche concerne la gouvernance. L'Alliance des États du Sahel regroupe des régimes issus de coups d'État, ce qui alimente la crainte d'une consolidation durable d'un bloc militaire. Les chancelleries occidentales soutiennent que cette configuration affaiblit la confiance régionale et freine les processus démocratiques. Le risque serait de substituer une efficacité apparente à une légitimité politique, avec des effets négatifs à moyen terme sur la stabilité. Ces deux objections ne sont pas théoriques, elles s'appuient sur des précédents historiques où l'isolement institutionnel s'est traduit par une contraction économique et une dépendance accrue à des partenaires alternatifs. Ignorer ces signaux reviendrait à sous-estimer des risques réels, documentés dans d'autres contextes africains. La réponse des partisans du modèle sahélien repose toutefois sur des éléments récents. Ibrahim Traoré et ses homologues rappellent que plusieurs décennies d'intégration sous contrainte n'ont pas permis de réduire durablement la pauvreté ni la dépendance structurelle. A l'inverse, les données actuelles montrent une hausse des revenus locaux, une baisse attendue des coûts logistiques et une mobilisation interne accrue autour des chantiers d'infrastructure. L'argument se déplace alors sur le terrain de la légitimité. Pour les analystes favorables à l'AES, la stabilité ne découle pas uniquement d'élections régulières, mais de la capacité d'un État à produire des résultats tangibles. Routes praticables, ports fonctionnels et emplois visibles deviennent des critères de confiance citoyenne. Le débat n'oppose plus démocratie et souveraineté, mais deux conceptions de la légitimité, la conformité institutionnelle et l'efficacité productive. À présent, une idée s'impose avec force. Le corridor devient irréversible. Ce basculement marque un changement de nature plus qu'une simple étape supplémentaire. Jusqu'ici, les projets sahéliens restaient vulnérables à un verrou logistique extérieur.
Désormais, les routes intérieures trouvent un prolongement maritime, refermant une dépendance ancienne. Chaque convoi qui atteint l'Atlantique renforce la crédibilité de l'ensemble et réduit la probabilité d'un retour en arrière rapide. L'usage effectif du port de Bissau agit comme un révélateur. Il transforme une alliance idéologique en continuité physique. Le désert ne se contente plus de revendiquer, il se connecte. Cette connexion modifie les calculs diplomatiques, car elle repose sur des flux observables plutôt que sur des intentions déclarées. La rupture cesse d'être symbolique pour devenir cumulative. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré apparaît comme le porteur d'une intuition stratégique validée par les faits. L'indépendance devient robuste lorsqu'elle s'appuie sur des infrastructures partagées et utilisées, non sur des annonces ponctuelles. Chaque route achevée, chaque quai réhabilité ajoute une couche de crédibilité à la trajectoire engagée. Les partenaires extérieurs sont contraints d'ajuster leur grille d'analyse, les institutions régionales font face à une réalité nouvelle, l'intégration ne passe plus nécessairement par leurs cadres historiques. Le point médian est atteint lorsque la géographie cesse d'être un handicap et devient un multiplicateur de capacités économiques et sécuritaires. À partir de là, la question centrale change. Qui devra s'adapter en premier à cette nouvelle normalité régionale ? Pour les États, les effets deviennent d'abord stratégiques. L'Alliance des États du Sahel dispose désormais d'un corridor continu reliant le Sahara à l'Atlantique. Cette continuité réduit la dépendance à des ports extérieurs contrôlés par des cadres institutionnels concurrents et renforce la capacité de négociation collective. Les routes construites au Burkina Faso trouvent un débouché maritime direct, ce qui transforme une contrainte géographique ancienne en avantage opérationnel. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré apparaît comme l'un des points d'ancrage idéologique d'une stratégie qui se matérialise par des flux réels plutôt que par des annonces. Pour les entreprises, le changement est immédiat dans les calculs. Les producteurs de coton, d'or et de bétail anticipent des exportations sans intermédiaires européens, avec des délais plus courts et des coûts logistiques en baisse. Les estimations internes évoquent déjà des gains supérieurs à un quart des coûts de transport grâce à l'accès direct au port de Bissau. Cette réduction modifie la compétitivité des produits sahéliens sur les marchés extérieurs et améliore la prévisibilité des revenus. Les coopératives locales commencent à se structurer pour gérer elles-mêmes les flux, capter davantage de valeur ajoutée et réduire l'exposition aux fluctuations imposées de l'extérieur. Pour les populations, l'impact se mesure au quotidien. À Bissau, les chantiers portuaires et routiers créent des emplois locaux, tandis que des techniciens sahéliens forment de jeunes ouvriers côtiers. Sur les marchés, la circulation plus fluide de produits venus de l'intérieur du continent contribue à stabiliser les prix là où les routes sont praticables. La souveraineté prend ici la forme d'un revenu, d'un temps de transport réduit et d'une mobilité accrue. Dans cette lecture, les effets ne sont pas abstraits, ils se traduisent par des dépenses moindres et une meilleure accessibilité aux services. À l'échelle régionale, les conséquences s'élargissent. La CEDEAO voit son autorité affaiblie par la perte d'un membre côtier clé, tandis que d'autres États observent l'expérience avec attention. Les partenaires occidentaux sont contraints de réviser leurs approches, les aides conditionnées ne suffisant plus à maintenir une influence stable. Chaque route connectée à un port, chaque contrat signé sans intermédiaire et chaque emploi créé alimente une dynamique de confiance interne qui dépasse le seul cadre économique. Ibrahim Traoré incarne alors, aux yeux de nombreux observateurs, l'un des visages d'une réorientation plus large du rapport entre intégration régionale et autonomie. Pour les institutions et les acteurs économiques, le corridor n'est pas seulement une infrastructure, c'est un signal. Il redessine les attentes, déplace les centres de gravité et installe une nouvelle normalité où l'autonomie devient praticable plutôt que théorique. La question n'est plus de savoir si cette recomposition produit des effets, mais quels acteurs sauront s'y adapter le plus rapidement. Sur un horizon de 6 à 12 mois, 3 trajectoires distinctes peuvent être envisagées sans extrapoler au-delà des faits observables.
Le scénario de base repose sur une coexistence prudente. La Guinée-Bissau consolide son appartenance à l'Alliance des États du Sahel sans provoquer de rupture frontale supplémentaire avec la CEDEAO. Les flux commerciaux se réorganisent progressivement, l'usage du port de Bissau s'installe par étapes et les discussions diplomatiques se poursuivent à bas bruit. Dans cette configuration, le corridor atlantique fonctionne partiellement, mais suffisamment pour stabiliser les échanges et réduire certaines dépendances. Un scénario plus favorable peut émerger si la dynamique se renforce. Les routes sahéliennes rejoignent durablement les ports guinéens, les coûts de transport baissent de manière visible et des projets industriels ou énergétiques communs voient le jour. Fort de cette réussite, Ibrahim Traoré pourrait proposer une coordination financière accrue, par exemple autour d'un mécanisme commun dédié aux infrastructures. L'intégration ne serait plus défensive, mais proactive, et l'exemple pourrait attirer d'autres partenaires africains sensibles à une logique d'autonomie opérationnelle. A l'inverse, un scénario dégradé reste possible. Des frictions diplomatiques plus marquées, des sanctions ciblées ou des restrictions commerciales viendraient tester la solidité du corridor. Chaque cargaison deviendrait alors un enjeu géopolitique, exposé à des pressions extérieures. Dans ce contexte, la cohésion interne de l'Alliance des États du Sahel serait décisive, car sans coordination étroite, les gains initiaux pourraient s'éroder rapidement. Ces trajectoires ne s'excluent pas mutuellement, elles peuvent se succéder ou se combiner selon les choix opérés. La recommandation centrale n'est pas de parier sur une seule issue, mais de préparer les conditions de la plus robuste d'entre elles, transformer l'ouverture maritime en avantage durable plutôt qu'en point de friction. Cette recomposition n'affecte pas tous les publics de la même manière. Pour les jeunes urbains, notamment étudiants et techniciens, l'ouverture du corridor crée une perspective nouvelle. Les chantiers d'infrastructure deviennent des lieux d'apprentissage et d'emploi, réduisant l'écart entre formation et travail. Là où dominait l'attente ou l'émigration, apparaît une trajectoire professionnelle ancrée localement, avec des compétences directement mobilisables. Pour les producteurs et petits entrepreneurs, l'impact est plus immédiat encore. La réduction attendue des intermédiaires et des délais logistiques modifie la rentabilité des activités agricoles et minières. Exporter devient envisageable sans passer par des circuits éloignés et coûteux. Cette prévisibilité accrue des revenus encourage l'investissement local, la structuration de coopératives et une meilleure planification des cycles de production. Le risque ne disparaît pas, mais il devient plus lisible et donc plus gérable. Pour les familles et les usagers ordinaires, les effets passent par le quotidien. Des routes praticables signifient des prix plus stables sur les marchés, des déplacements moins coûteux et un accès facilité aux services. La souveraineté se traduit ici par du temps gagné et des dépenses réduites, plutôt que par des discours abstraits. Cette dimension concrète explique pourquoi certaines décisions géopolitiques trouvent un écho populaire rapide. Un quatrième regard concerne la diaspora et les observateurs extérieurs. Le Sahel cesse d'être perçu uniquement comme un espace de crise chronique. Il commence à apparaître comme un laboratoire de solutions endogènes, capable de tester d'autres rapports entre économie, infrastructure et autonomie politique. Cette évolution ne garantit pas le succès, mais elle modifie le cadre d'interprétation dominant. Ces impacts différenciés convergent vers une même idée. Lorsque les politiques publiques deviennent visibles et utilisables, elles cessent d'être lointaines. Elles s'inscrivent dans des trajectoires individuelles, façonnent des choix concrets et transforment progressivement la manière dont une région se projette dans l'avenir. Pour que cette recomposition ne reste pas symbolique, une méthode opérationnelle s'impose. La première étape consiste à institutionnaliser la coopération régionale autour des infrastructures. Cela implique l'harmonisation des plans routiers et portuaires, des calendriers partagés et la création d'un guichet logistique commun. L'objectif est simple, réduire les délais de transit et mesurer les gains de coûts de manière vérifiable. La deuxième étape porte sur la consolidation de la production locale. Les unités de transformation du coton, des produits agricoles et des ressources minières doivent être implantées à proximité des axes routiers et du port de Bissau. Cette proximité permet de capter davantage de valeur sur place
et de limiter l'exportation brute. Ibrahim Traoré défend cette logique comme un moyen de transformer l'accès maritime en richesse durable plutôt qu'en simple couloir de passage. Un troisième axe concerne la sécurisation des flux. Les routes et les chantiers deviennent des infrastructures critiques. Les forces sahéliennes, déjà mobilisées dans la reconstruction, sont appelées à garantir la continuité économique. La stabilité ne relève plus seulement de déclarations politiques, mais de la protection concrète des échanges et des investissements réalisés. La quatrième étape touche au partage des compétences. Universités, centres techniques et écoles d'ingénieurs doivent coordonner leurs programmes pour former une génération capable de construire, maintenir et exploiter ces infrastructures sans dépendance extérieure. Les indicateurs de succès ne sont pas seulement financiers, mais incluent la part de maintenance assurée localement et la réduction des contrats externes. Enfin, l'évaluation doit évoluer. Plutôt que le seul PIB, les États peuvent un peu suivre des indicateurs d'autonomie, délais logistiques, coûts d'importation évités par des financements internes. Ibrahim Traoré résume cette approche par une formule récurrente: bâtir d'abord, négocier ensuite. Cette boussole offre un cadre pour transformer une rupture diplomatique en trajectoire maîtrisée. Au fil de cette recomposition, une image revient avec insistance comme un motif discret mais persistant, celle des routes qui avancent vers la mer. À Bissau comme à Ouagadougou, le bitume relie désormais des espaces que l'histoire avait longtemps séparés. Ce rappel renvoie au premier chantier évoqué plus tôt, là où ingénieurs, ouvriers et soldats travaillaient sans attendre les sommets diplomatiques. Cette continuité matérielle donne une clé de lecture plus intime du basculement en cours. La transformation ne se limite pas aux équilibres régionaux ou aux calculs stratégiques, elle agit sur les imaginaires. Voir un État côtier rejoindre un bloc sahélien efface une frontière mentale profondément ancrée. Le désert n'est plus un cul-de-sac, il devient un point de départ. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un chef solitaire que comme le porte-voix d'une méthode. Sa constance, associant souveraineté et construction matérielle, trouve ici une traduction visible. Chaque route achevée, chaque port réhabilité, renforce une idée simple, partagée sur les chantiers comme dans les marchés. L'indépendance se prouve par ce qui fonctionne. Ce n'est ni un slogan, ni une promesse abstraite, mais un constat forgé par l'expérience quotidienne. Derrière les alliances et les tensions, ce sont des gestes concrets qui redessinent l'avenir et donnent chair à une trajectoire collective. À ce stade, il ne s'agit plus de trancher pour ou contre un camp, ni de réduire cette recomposition à un affrontement idéologique. Ce qui se dessine appelle une lecture collective, attentive aux faits et à leurs usages. La jonction entre le Sahel et l'Atlantique pose une question qui dépasse les dirigeants et les institutions, car elle touche à la manière dont un continent choisit ses priorités lorsqu'il reprend la main sur ses routes, ses ports et ses méthodes. Pour certains, cette trajectoire évoque un retour aux fondamentaux, produire, relier, transformer avant de négocier. Pour d'autres, elle soulève des inquiétudes légitimes sur l'équilibre politique, la gouvernance et la capacité à durer sans compromis externe. Ces deux lectures coexistent et méritent d'être confrontées sans caricature, à partir d'indicateurs concrets, plutôt que de slogans. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré n'impose pas une réponse unique. Il incarne une orientation qui invite à mesurer la souveraineté à l'aune de ce qui est construit et utilisé, plutôt que de ce qui est promis. La discussion reste ouverte. Elle dépendra de l'évolution des échanges, des emplois et des vies quotidiennes.